En fait, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui est en rapport avec moi. Une vidéo qui me correspond vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, il y a bien un type qui sort du lot, c'est les roguelikes. Je me rappelle avoir commencé à l'ancienne avec Soul Knight sur ma vieille tablette, là, un truc hyper niche. Et même si le truc est sorti en 2017, et bah étonnamment, c'était vraiment trop bien. Il y avait une variété d'armes de fou, plein de zones d'ennemis, d'armes et de boss différents, et tout ça avec plusieurs personnages jouables qui ont chacun leurs caractéristiques et leurs compétences spéciales. Et étonnamment, encore aujourd'hui, le jeu reçoit des mises à jour de manière assez régulière en vrai. Et pour tous ceux qui disent gnu les jeux 2D c'est pas pour moi, et parce que oui, la majorité des jeux de ce genre ça va être des jeux en 2D, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez réfléchir à ça et vous allez vous dire tiens, je me suis peut-être trompé au final. 641. 641, c'est le nombre de succès total qui est disponible sur le jeu The Binding of Isaac, qui est disponible lui-même sur Steam. Ça fait 641 objectifs officiels, 641 objets à débloquer, moyens de progression et tout, mais officieusement, il y a beaucoup plus de choses que ça. Parce que dans ce jeu, chaque partie est différente, chaque combinaison peut créer quelque chose d'absurde, chaque run peut devenir incontrôlable, et pourtant, on meurt. Qu'est-ce que je fais? On perd tout, on recommence, on relance, et ainsi de suite. Et pourquoi ça? Pourquoi un jeu basé sur la répétition, la mort permanente, la perte, est devenu l'un des types de jeux les plus connus et les plus appréciés du jeu vidéo moderne? Pourquoi des jeux comme Dead Cells, Risk of Rain 2, Balatro ou Blueprints peuvent dépasser facilement les 300 heures de jeu chez certains joueurs? En fait, à partir de quel moment le fait de perdre, c'est devenu amusant? La réponse est évidemment plus profonde que ce que l'on pense, et vous allez voir qu'elle est directement liée à la manière dont notre cerveau fonctionne. En fait, à la base, le terme vient de Rogue. C'est un jeu simple, un donjon généré aléatoirement, une seule vie, pas de sauvegarde. On meurt, on recommence, mais le monde n'est jamais identique. Et c'est ça la base du roguelike. On a une génération procédurale, une mort permanente et une progression nourrie par la maîtrise. Puis sont arrivés les roguelites. En gros, c'est la même structure, mais avec une progression persistante composée d'améliorations, de déblocages et des bonus permanents. Je sais que la différence peut paraître légère, mais je vous promets qu'elle change pas mal de choses. Parce qu'un roguelike, il va vous dire « deviens meilleur ». Et un roguelite, il va vous dire devient plus fort. Et souvent, les deux se mélangent, ce qui est logique vu la proximité des deux mots. Revenons à ça, donc, dans The Binding of Isaac, plus de 700 objets existent. Statistiquement, deux runs identiques sont presque impossibles. Mais c'est pas pour autant que c'est du hasard total. C'est du hasard encadré en fait. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, notre cerveau, il déteste le chaos complet. Mais par contre, il adore l'imprévisible contrôlé. Dans des jeux comme Balatro ou Slay the Spire par exemple, les cartes semblent aléatoires, mais le système de probabilité est pensé pour créer des moments dramatiques. Dans Risk of Rain 2, chaque objet ajouté multiplie les interactions possibles. Ce qu'on vit, c'est pas du hasard, c'est une montée exponentielle de possibilités. Et cette montée, elle crée une tension. On dit souvent que la dopamine était l'hormone du plaisir. En réalité, c'est l'hormone de l'anticipation. Elle se déclenche quand ton cerveau détecte qu'une récompense est possible. Pas certaine, mais possible. Et en fait, les roguelikes, ils utilisent un système qui s'appelle le renforcement à ratio variable. C'est le même système que les machines à sous, en gros. On sait qu'il va y avoir une récompense, mais on peut pas savoir quand. Chaque coffre dans Dead Cells, chaque salle dans Isaac, c'est bon. Chaque boutique dans Balatro, notre cerveau reste en attente. Et cette attente, elle est chimiquement stimulante. Mais en fait, c'est pas juste de l'anticipation, il y a du stress qui rentre en jeu aussi. Quand on arrive à un point de vie contre un boss, notre amygdale s'active. L'amygdale, c'est la zone du cerveau qui gère la peur et le danger. En gros, elle déclenche une légère montée de cortisol. Notre cœur s'accélère, notre concentration augmente, notre champ de vision se focalise, mais la différence avec les situations de tous les jours, c'est que le danger y est fictif. On vit une micro-situation de survie, mais sans risque réel. C'est ce qu'on appelle un stress contrôlé. Et ce type de stress, assez bizarrement, il est stimulant. Et tout ça principalement parce qu'il renforce notre engagement. Ok, maintenant parlons stratégie. Dans un roguelike, on fait des choix constants. Est-ce qu'on prend cet objet inconnu? Est-ce qu'on renouvelle la boutique? Est-ce qu'on va prendre le risque d'ouvrir ce coffre maudit, sachant que si c'est le cas, on va choper une malédiction qui va nous donner un gros malus pendant un certain temps? Si on veut parler plus scientifiquement, notre cortex préfrontal, la zone liée à la planification, il est en activité permanente. Et ce qui est fascinant, c'est que ces jeux jouent aussi avec nos biais cognitifs. On a le biais d'optimisme, où on se dit que la prochaine run sera la meilleure, le biais du survivant, où on se rappelle surtout des runs incroyables, l'illusion de contrôle, où on croit influencer le hasard plus qu'on ne le fait réellement. Et pourtant, on progresse vraiment. Parce que le hasard, il est encadré par des règles compréhensibles. Le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi décrit le flow comme un état d'engagement total. En fait, elle a comme condition un défi élevé, une compétence adaptée, le tout à ajouter à un feedback immédiat. Et si vous y avez déjà touché de peu ou de loin, vous aurez remarqué que les roguelikes cochent toutes ces cases. Dans Dead Cells, la difficulté monte progressivement parce qu'à chaque fois que je vais terminer une partie, la prochaine va devenir plus compliquée. Dans Risk of Rain 2, le temps lui-même devient ton ennemi parce que plus tu avances dans ta partie, plus les ennemis vont avoir un niveau élevé et vont être difficiles à tuer. Dans The Binding of Isaac, plus tu débloques du contenu, plus les possibilités augmentent. En fait, on est constamment à la limite entre maîtrise et échec. Et justement, cette limite, c'est exactement là où le cerveau aime se trouver.
Bon, maintenant parlons de quelque chose d'encore plus intéressant, Blueprints. Ici, la run ne repose pas sur le combat, elle repose sur la compréhension. On se balade dans un manoir qui change à chaque tentative, et les pièces se connectent différemment, les indices apparaissent ailleurs, mais on garde quand même quelque chose, la connaissance. Et cette progression, elle est encore plus intéressante que la progression statique, parce qu'elle active la curiosité. Et la curiosité, c'est un moteur dopaminergique extrêmement fort. Notre cerveau adore résoudre des mystères, il adore connecter des informations dispersées, et chaque run dans Blueprints te donne l'impression d'approcher d'un système caché. Et c'est pour ça que je vais vous prendre un autre exemple assez surprenant, Outer Wilds. Alors pourquoi Outer Wilds? Je sais que ça peut paraître assez anodin comme choix, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ce qu'on rencontre dans Blueprints, on le voit aussi dans ce jeu. Je sais que c'est pas du tout un roguelike, on devrait plus catégoriser ça comme un jeu d'exploration, d'aventure, etc. Et pourtant on y retrouve des mécaniques similaires. On a bel et bien un système de redémarrage de partie automatique toutes les 22 minutes, ou avant si on est mauvais bien sûr, et comme Blueprints ici, c'est pas des compétences, c'est pas non plus des objets qu'on garde, mais des connaissances. En effet, à chaque expédition que l'on va faire, on va avoir la possibilité d'explorer le système solaire qui s'offre à nous jusqu'à la fin de la boucle, et à chaque fin de cette dernière, toutes les informations qu'on va récupérer durant les 22 dernières minutes vont être accumulées dans un journal à l'intérieur de notre vaisseau. Et cette sensation, elle est profondément satisfaisante, parce qu'un roguelike il va jamais vous donner l'impression d'avoir tout vu, même après 100 heures, même après 200 heures. Il y aura toujours une combinaison improbable, une synergie jamais testée, une stratégie nouvelle. Et notre cerveau, de toute manière, il déteste les systèmes complètement résolus, il préfère les systèmes ouverts. Alors c'est bien, il préfère les systèmes qui peuvent encore surprendre, mais alors dans ce cas-là, pourquoi les roguelikes c'est amusant? En fait, tout simplement parce qu'il récompense pas seulement la victoire, il récompense aussi la tentative, et il arrive à transformer l'échec en apprentissage visible. Et c'est ça qui est bien, parce que peu importe ce qu'on essaye de faire dans la vie, dans tous les cas, il faudra passer par l'échec pour enfin atteindre une certaine victoire potentielle dans le futur. Les roguelikes, ils prennent quelque chose que l'on fuit normalement, la perte, et en font un moteur. Un roguelike, c'est pas seulement recommencer à zéro, c'est recommencer avec plus de compréhension. Et peut-être que c'est ça, au fond, qui nous attire autant. Pas la récompense, pas la victoire, mais la sensation d'être légèrement meilleur que la fois précédente. Et puis comme a dit l'écrivain Ralph Waldo Emerson, tu pourras faire tes recherches à regarder sur internet, le plus important c'est pas l'arrivée, c'est le chemin qu'on a parcouru.